Sabrina Bernard, la chef maquilleuse du film Le Rêve français. Et comme nous partons de 1962 à 2015, nous avons les mêmes comédiens sur toute cette période, sauf pour les deux comédiens principaux qui sont Yann Gaël et Aïssa Maïga. Pour quand ils ont 16 ans, nous avons deux jeunes comédiens et à partir de 21 ans jusqu'à 69 ans, nous avons les comédiens, sur toutes les mêmes comédiens, Yann Gaël et Aïssa, sur toute cette période. Il me faut soit les rajeunir, soit les vieillir selon la journée du plan de travail. Voilà, même si par exemple la suite de ce qu'on va faire maintenant, par exemple, on devrait le tourner dans 2 mois, il faudrait que dans 2 mois, il y a la répète aujourd'hui. Voilà. Mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, en une journée, en fait, dans la vraie vie, ce sera 2 mois. Donc ce qui demande un travail pour certains make-up, un travail assez important, qui à mon niveau à moi est quand même très très agréable puisque j'aime ce métier. Voilà, donc en gros c'est ça. Ensuite, il faut s'adapter aussi surtout au plan de travail parce que sur ce genre de film, mais comme sur beaucoup aujourd'hui, voilà, ce sont des téléfilms, il faut faire en un temps très court un maximum de jolies choses. Voilà, donc c'est-à-dire trouver des compromis, organiser des journées, puisque nous changeons de maquillage dans la journée selon la période. On peut passer de 1967 à 2007 dans la même journée. Donc il faut trouver des choses pour travailler assez rapidement pour que notre réalisateur puisse bénéficier au plus des comédiens pour pouvoir avoir ce dont il a envie pour son film, puisque c'est quand même la chose la plus importante, et qu'en même temps tout le monde soit heureux et travaille dans la bonne humeur. Je suis Julien Béramis, je joue le rôle de Jules Régnat, qui est le frère de Samuel Régnat. Et depuis la guerre d'Algérie, là je reviens de la guerre d'Algérie, et c'est à la guerre d'Algérie que j'ai réalisé tous les enjeux qui sont liés aux colonisateurs. Et c'est là qu'est né mon engagement pour l'indépendance de la Guadeloupe, et mon engagement Gong. Et quelque part, je vais parler de radicalisme aussi, de vouloir m'engager jusqu'au bout pour l'indépendance à tout prix. Et voilà, c'est ça qui se joue. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on retrace vraiment l'histoire d'une famille des années 60 jusqu'aux années 2016. Et on se rend compte que l'époque indépendantiste, mai 67, a tellement été dure et a mis en difficulté le gouvernement français. Donc du coup, ils ont créé Bumidum. Et le Bumidum, c'est pas juste pour proposer du travail aux Antillais, ça a été vraiment pour vider les forces vives de la Guadeloupe. Ouais. C'est à l'aéroport. Je reprends la fin. Ouais, d'accord. Je pense que ce qui était magique quand on a tourné une des premières scènes, moi quand je suis arrivé le 26, on a tourné le 28, le soulèvement du peuple, toute la figuration était engagée, et ça se sentait que dans chacun d'eux il y avait cette envie d'exprimer quelque chose qui dort chez chacun de nous. Et c'était très très fort de voir les gens qui étaient engagés, qui étaient habités par cette force. Et je pense que c'est important. Je suis très très heureux que des gens comme France Zota et Jean Montieu soient en capacité de mettre des projets en place comme ça, parce que ça fait partie de l'histoire de France et que aujourd'hui il est temps de raconter toutes ces histoires. 47 sur une première. Et silence. Action. Parce que c'est toutes ces histoires qui font aussi la France et la Guadeloupe. L'est à une très grande échelle, parce que la France, si aujourd'hui elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a mené
lié à la colonisation, mais lié aussi à l'esclavage. Donc c'est bien de remettre les choses à leur place, c'est bien de repréciser et de comprendre, voilà, faut être reconnaissant, je pense, envers tous ces peuples qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur sueur. Et voilà, je suis très heureux, très reconnaissant de porter ce personnage à l'écran qui est Julien Régnat et qui est engagé. Ça me plaît bien. Notaire. Donc, ça tourne au son, silence. Sur un deuxième. Et action. Coupé. C'est coupé. Jean-Pierre, je suis le chef opérateur du film et je suis chargé de concevoir la lumière et l'organisation technique du tournage. Voilà. Donc je suis en étroite collaboration avec Christian, le réalisateur, pour décider de ce qu'il veut et de ce que je suis capable de lui offrir avec les moyens que la production me donne. Il faut importer beaucoup de choses. Il y a tous les moyens techniques, les caméras et les projecteurs sont venus de métropole. Parce que la Guadeloupe a encore ils ont un petit manque de ce côté-là techniquement, mais à mon avis qui ne saurait tarder à être comblé. Je suis un peu pris. Non, mais change pas ça, je te le projecteur. Tu faisais pas note et après tu citais, tu la notais, ça marche. Bonjour, je m'appelle David, je suis le premier assistant mise en scène sur le tournage du film de Christian Faure, Le Rêve français. Et donc mon job consiste, je suis un peu le coordinateur de la logistique artistique du tournage, donc j'assiste le réalisateur, je suis en charge du plan de travail du tournage. C'est moi qui organise et qui façonne chaque journée de tournage et du coup je suis en charge de faire que ce planning soit respecté et qu'on ait le nombre de plans à tourner dans la journée que veut notre metteur en scène et que tous les corps de métier répondent présents à toutes les interventions qu'ils doivent avoir par séquence, que ce soit la déco, les accessoires, le maquillage, les costumes, etc. Un métier assez méconnu, personne ne sait vraiment ce que fait un premier assistant mise en scène, donc voilà, c'est celui qui fait un peu le chef d'orchestre en fait en coulisses pour que le tournage se passe en temps mort et qu'on enchaîne les plans et qu'on voilà, on soit pas à attendre rien en fait et qu'on tourne sans arrêt. Allez, nouvelle répétition. Allez, attention, on y va. Je vais lui donner un scénar. Attends, petit instant. Jean-Pierre Fénier, je suis ingénieur du son sur ce téléfilm. Je travaille depuis longtemps avec Christian Faure. Moi, et mon équipe, puisqu'on est trois, on assure la prise de son direct, c'est-à-dire les dialogues, tous les dialogues en direct, dans la mesure où il n'y a pas trop de perturbations, donc ce qu'on essaye de contrôler avec le reste de l'équipe, la régie, l'assistant à la réalisation. Et puis il y a aussi un travail de penser toujours à la continuité des sons, comme ça, de la cohérence, quoi. Et puis aussi un travail d'ambiance, de fournir la matière pour les gens qui vont travailler après par la suite, c'est-à-dire la post-production sonore, le montage son spécifiquement et l'étape terminale qui s'appelle le mixage. Là ils vont mélanger tous les sons. S'il y a des sons, pour des raisons l'autre fois, par exemple on avait une séquence qui a commencé tranquillement, après il y a eu un gros orage, donc c'était sous une bâche, voilà, donc ça c'est une séquence qui sera post-synchronisée probablement. On ne pourra pas garder le son de cette séquence, le son que nous avons fait nous. Donc à l'étape ultime, au mixage, il rajoute des séquences de son direct et des séquences qu'on va faire en post-synchronisation en studio. Bonjour, je suis François, je suis le perchman sur le Rêve français.
On dit perchman, on peut dire perchiste aussi. Parce que perchman c'est un anglicisme un peu idiot avec à moitié un mot français, à moitié un mot anglais. Et il y a d'autres langues où c'est un peu plus juste, par exemple en italien ou en espagnol on dit microfonista, ce qui est plus proche de mon métier, c'est-à-dire que je m'occupe des micros qui sont sur la perche, mais je m'occupe aussi des autres micros. C'est-à-dire qu'on peut cacher des micros dans le décor, on peut mettre des micro-émetteurs sur les comédiens, et c'est moi qui m'occupe de ça, qui suis responsable de tous les micros. C'est l'ingénieur du son qui dit quel micro on doit mettre sur la perche, qu'il faut équiper en micro-émetteur, etc. Enfin, on se met d'accord. Pas que sportif, c'est intellectuel aussi, c'est-à-dire qu'on est censé connaître les dialogues, on est censé bien connaître l'image, enfin les focales, la lumière, pour pas faire d'ombre, etc. Donc c'est vraiment un boulot où il faut être assez concentré, quoi. Quand le plan se prépare, il faut voir tous les pièges qui peuvent se présenter, des reflets, des ombres. C'est vrai, je fais 1m90 et c'est vrai que ça m'aide beaucoup pour tout simplement passer au-dessus du cadre. Parce que bon, j'ai des collègues qui sont plus petits, mais bon, ils ont intérêt à être copains avec les machinistes parce que des fois ils leur demandent des praticables ou des cubes pour être un peu plus haut. Ouais, ou alors ils sont tout le temps, ils ont des bras très longs comme des orang-outans. Ouais. À force de tirer dessus. Ouais. Ouais. Petit instant, monsieur. Et action. Attention, Seb. C'est quoi, Seb? C'est déclapé, vous me dites. C'est clapé. Et attention. Et action. Tu vois, moi, je suis bien d'accord. Ok, c'est coupé, on se remet au départ. Ok, très bien, Olivier. Richard, qui est dans le rêve français, qui se situe des années 60 à nos jours. Je fais Léa dans les années 60. Léa qui est mère de famille, qui a 2 fils. De famille qui dans les années 60 travaille très dur, comme travaillaient nos femmes, les femmes antillaises, parce que dans les années 60, effectivement, il faut savoir que les femmes travaillaient beaucoup dans les champs ou dans les usines. Donc celle-là, elle fait partie d'une ouvrière d'usine qui subit effectivement, comme subissait avant ses contremaîtres. Et cette femme a 2 fils dont l'un va disparaître dans des circonstances que nous avons vécues parce que ce film est tiré de faits réels des années 60 où il y a une revendication, une manifestation des travailleurs qui demandaient juste un peu de respect et être un peu plus payés et qui ont été très agressivement opprimés. Ça a été une grève dont on n'a jamais su exactement le nombre des morts. Et ce film-là retrace un peu une partie de ces faits réels passés dans les années 60, en 67, dont une grève en 67, voilà. Et à cette époque, on ne savait pas, et jusqu'à ce jour, on ne peut pas savoir où sont passés effectivement quelques corps et comment les gens ont disparu. Donc, il se trouve que Léa a un des fils comme ça qui disparaît et qui pendant des années pense que son fils est mort et qui meurt de chagrin. Je pense qu'il était nécessaire qu'on parle enfin de ces événements-là, surtout qu'on parle aussi du Bimidome qui a été effectivement qui est mis en place dans les années 60
a eu du bon et du mauvais pour la jeunesse antillaise. Je dirais antillaise parce que les gens de la Martinique qui sont partis, les gens dans le cadre de la Réunion, de la Guadeloupe. Donc ça a été un sujet tabou pendant longtemps. Donc c'est important qu'on en parle. C'est effectivement une fiction, mais on rappelle un peu comment toute cette jeunesse, la force vive de ce pays est partie dans ces années-là. Parce que il est un fait qu'à l'époque, moi je suis partie en France dans les années 60, pas dans le cadre du Kingdom, mais je l'ai pu l'être aussi. Il n'y avait pas beaucoup de travail ici et il y avait un manque de main-d'œuvre en France. Donc c'est un peu le cheminement de ces jeunes en partie qu'on va raconter. Parce que beaucoup d'enfants de cette génération ne savent pas forcément comment leurs parents sont arrivés en France. Parce qu'il y a eu 2 générations qui sont nées là-bas et qui, tout d'un coup, se sont retrouvés effectivement là sans connaître. Parce qu'avant, on ne parlait pas les parents n'ont pas forcément dit à leurs enfants comment, dans quel cadre ils étaient arrivés là.